Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à notre nouveau webinaire santé. Je suis Mélodie Santoul et je suis chargée de mission prévention au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Et nous allons évoquer ensemble donc le calendrier vaccinal. Donc, afin de développer cette thématique, je laisserai la parole au docteur Rayet, qui est médecin généraliste en charge du dispensaire de l'hôpital d'Albi et du site de Castres, et que je remercie vivement pour sa participation. Donc, elle évoquera plusieurs points. Donc, vous allez voir apparaître au niveau du diaporama le sommaire. Donc, plusieurs points vont être évoqués. Tout d'abord, à quoi sert un vaccin? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi a-t-on parfois besoin d'un rappel? Le calendrier vaccinal. Qu'est-ce qu'également le rattrapage vaccinal? La vaccination pour les migrants. Et nous terminerons par une partie de questions-réponses. Donc, l'intervention durera environ une trentaine de minutes et vos micros seront coupés. Vous pouvez toutefois nous poser toutes vos questions via l'onglet « Discussion » de votre panneau de configuration. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, comme pour les webinaires précédents, vous pourrez visionner et revisionner les replays de tous les webinaires sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Si vous êtes intéressé par nos webinaires, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi sur le site amélie.fr, dans la rubrique Actualité locale, le programme des prochains webinaires. Donc, si vous êtes intéressé pour vous inscrire, n'hésitez pas à consulter cette page-là. Donc, je laisse maintenant la parole au docteur Rayet et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer par à quoi sert un vaccin. Avec un petit récapitulatif, les vaccins servent à vous protéger contre certaines maladies. Ces maladies sont souvent contagieuses. Elles s'attrapent facilement, de différentes façons, par la toux, l'éternuement. Certaines de ces maladies peuvent être très graves pour certaines personnes et le vaccin est le seul moyen de se protéger. Les vaccins protègent également l'entourage. Si vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas transmettre la maladie à votre entourage, y compris les plus fragiles. Ils permettent de faire disparaître certaines maladies. Grâce au vaccin, certaines maladies peuvent disparaître ou devenir effectivement très rares. C'est l'exemple de la poliomyélite qui a disparu dans le monde. Quand on parle de disparition de maladie, on parle bien sûr des symptômes de la maladie qui ont disparu, en sachant que l'infection, la bactérie ou le virus en soi ne disparaît, lui, par contre, jamais. Certaines maladies avaient disparu et reviennent en France parce que les personnes se vaccinent moins ou parce qu'elles oublient les rappels. Et c'est le cas, par exemple, de la rougeole. Comment fonctionne un vaccin? La vaccination est un procédé qui permet de lutter contre les maladies infectieuses en stimulant les défenses immunitaires de l'organisme. Quand on vous fait un vaccin, le corps fabrique des anticorps. Il apprend à reconnaître la maladie et à se défendre. Ainsi, lorsque la personne est ensuite en contact avec le microbe concerné, les anticorps vont le reconnaître et le repousser, permettant ainsi la protection. Pourquoi a-t-on parfois besoin d'un rappel? Quand un vaccin est injecté, cela provoque une réaction de défense immunitaire, avec une augmentation du taux d'anticorps ainsi créé, qui détermine l'efficacité du vaccin. De la même manière, quand on est en contact avec un microbe, on fabrique des anticorps et cela provoque également la fabrication de défense immunitaire. Quand le taux d'anticorps est trop bas et qu'il passe en dessous d'une quantité seuil, les scientifiques considèrent que le vaccin a perdu de son efficacité, d'où la nécessité de faire des rappels. Certaines études réalisées sur des sujets sains permettent d'évaluer la durée moyenne de validité d'un vaccin, la fréquence des rappels ainsi que le taux minimum protecteur. À titre d'exemple, on considère qu'un vaccin viral, par exemple, protège environ 20 ans. On peut, pour exemple, voir que le vaccin actuel de la diphtérie, tétanos, polio est recommandé chez l'adulte tous les 20 ans. Ce sont des études qui sont faites chez des sujets sains et qui permettent aussi d'uniformiser les rappels vaccinaux dans les différents pays. Concernant le calendrier vaccinal est un calendrier qu'il est recommandé de suivre et qui est mis à jour tous les ans en fonction des maladies, en fonction des épidémies
et en fonction des recommandations et des études qui sont faites. Il y a des nouvelles recommandations qui ont été faites sur ce calendrier. C'est en particulier la vaccination HPV contre le papillomavirus, qui est désormais élargie aux garçons avec un schéma en 2 doses. La première dose M0, la deuxième dose M6, 6 mois après, entre 11 et 14 ans, et en 3 doses. Donc, une première injection M0, une deuxième M2, 2 mois après, et une dernière M6, 6 mois après la première, pour les garçons entre 15 et 19 ans. Ce schéma est calqué sur la vaccination qui, jusqu'à présent, avait été validée chez les filles. En France, la vaccination contre la Covid-19 est recommandée pour tous à partir de 5 ans depuis le 22 décembre 2021 avec 2 doses. Toutes les personnes de 12 ans et plus reçoivent ensuite un rappel. La vaccination est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans le secteur sanitaire, social, médico-social, avec depuis le 30 janvier un rappel exigé. Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont désormais obligatoires. Il s'agit de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, l'hémophilus, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningo-C et le ROR. Le vaccin qui n'est plus obligatoire pour les nourrissons et les nouveau-nés, c'est désormais le BCG, le vaccin contre la tuberculose. Ça reste un vaccin recommandé dans des cas particuliers, mais qui n'est pas obligatoire. Les vaccinations sont à réaliser dans les 18 premiers mois suivant la naissance et sont indispensables pour l'entrée en collectivité, en crèche ou à l'école. Voilà comment se présente le calendrier vaccinal. C'est une de ces présentations qui permet du coup sur l'échelle des âges de voir les différents types de vaccins qui peuvent être réalisés à ce moment-là, qu'ils soient obligatoires ou recommandés. Donc on voit le BCG qui peut toujours être recommandé à partir de la naissance et aux alentours du premier mois, puis prennent le relais des 11 vaccinations obligatoires en vert et en rose, avec le méningocoque C en violet. Puis vient le vaccin rouge à l'oreillon rubéole à l'âge de 12 mois et de 16-18 mois, puis les rappels ensuite chez les enfants, les adolescents et à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'un rattrapage vaccinal? Il existe des règles générales par rapport au rattrapage vaccinal. Ce rattrapage vaccinal a pour but de rattraper les injections des vaccins que l'on n'a pas fait afin d'être bien à jour de ces vaccins, c'est-à-dire que le vaccin que l'on prend en compte soit efficace. 4 injections maximum sont possibles au cours d'une séance de vaccination, privilégiant donc les épaules chez les grands enfants et les adultes et les cuisses chez le nourrisson. Il est rare et exceptionnel que l'on fasse tout de même 4 injections. En règle générale, on essaye d'en faire 1 ou 2 et parfois 3. Le 4, c'est vraiment si la personne ou l'enfant est très en retard et qu'il y a une nécessité urgente à réaliser ces rappels. Après une vaccination BCG, on ne vaccine pas pendant 3 mois sur le même membre. De même, dans les règles de vaccination, on peut retenir que pour la vaccination d'un vaccin vivant, comme celui du BCG, il est contre-indiqué de mettre un patch d'AMLA, ce que l'on peut faire par contre pour un vaccin autre que les vaccins vivants. Tous les vaccins peuvent être administrés le même jour ou à n'importe quel intervalle, à l'exception des vaccins vivants viraux qui doivent être administrés le même jour ou à 4 semaines d'intervalle. Il n'est pas dangereux d'administrer un vaccin à une personne éventuellement déjà immunisée vis-à-vis de la maladie concernée. C'est vrai que les patients posent parfois la question et que ce n'est pas dangereux. Après, c'est un vaccin qui est fait alors qu'il n'y en a pas besoin, donc c'est un petit peu dommage. Un vaccin n'étant jamais anodin comme un médicament, il est important de peser l'avantage et les bénéfices à faire ce vaccin par rapport à ses inconvénients ou ses effets secondaires. La présence d'une infection mineure ou d'une fièvre de faible intensité ne doit pas retarder le rattrapage vaccinal. L'existence d'une maladie fébrile avec une température supérieure à 38 ou d'une infection aiguë modérée ou sévère ne contre-indique pas la vaccination, mais peut conduire à la différer de quelques jours. En règle générale, lorsque la personne, l'enfant,
l'adulte ou le nourrisson est fébrile, on essaye dans la mesure du possible de reprogrammer la vaccination dans la mesure où cette vaccination est jamais, entre guillemets, urgente. Tout simplement parce que l'enfant, l'adulte, en tout cas la personne, va être beaucoup plus fatigué et que ça peut un petit peu décompenser son problème infectieux en cours en faisant travailler ses défenses immunitaires de façon plus importante. Mais ceci dit, ce n'est pas une contre-indication s'il est important que ce vaccin soit fait. Qu'est-ce que le rattrapage vaccinal et les sérologies utiles au rattrapage? Il y a des sérologies qui sont recommandées, comme celle de l'hépatite B en prévaccinal. Il s'agit là surtout de faire bien sûr un vaccin hépatite B à un enfant, un adolescent ou un adulte, celle du bébé, qui peut être faite directement. Le dosage des anticorps anti-HBS et des anticorps antitétaniques se fait en post-vaccinal également. Certaines sont recommandées en cas de conditions particulières, une hépatite A ou une varicelle. C'est ce qu'on appelle les enquêtes d'entourage. Lorsqu'une personne est malade, il est possible de réaliser des sérologies à l'entourage pour vérifier leur immunité et pouvoir les vacciner pour les protéger d'une infection, d'une co-infection éventuelle. Les autres sérologies, sauf situation particulière, n'ont pas de place dans la stratégie de rattrapage. Le cas particulier de la vaccination pour les migrants. On réalise chez ces derniers un dépistage systématique de l'hépatite B lorsqu'ils proviennent d'un pays d'exposition à risque. À défaut, on peut utiliser un test rapide d'orientation diagnostique associé à un TROD VIH qui est également recommandé. Ce test rapide d'orientation diagnostique pourra nous dire si la personne a eu la maladie antérieurement, mais ne pourra pas nous dire si elle a été vaccinée ou si elle a une maladie récente. Voilà, la portée du TROD est un peu limitée. Mais il est intéressant chez les migrants, effectivement, en première intention, et pourra être ensuite complété par une sérologie si on a un résultat positif. Une sérologie de varicelle pour les migrants de 12 à 40 ans sans antécédents et originaires d'un pays à faible séroprévalence pourra être faite en particulier pour les pays tropicaux, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On peut réaliser également un contrôle sérologique de l'hépatite A, mais uniquement chez l'enfant de 1 an à 18 ans pour ceux nés de familles dont un des membres est originaire d'un pays de forte endémicité ou susceptible d'y séjourner plus d'1 an. Il s'agit en particulier des enfants qui pourront être amenés à retourner au pays pour aller voir leur famille et du coup qui pourront être à risque d'attraper une hépatite A à un âge plus avancé, ce qui pourrait être un peu plus embêtant. Le dépistage des infections VIH et VHC ne sont faites qu'en cas d'exposition à risque. Le dépistage de l'infection tuberculose latente est réalisé désormais pour les enfants jusqu'à 18 ans et la tuberculose maladie à tout âge chez les personnes à risque d'exposition provenant d'un pays à forte incidence de la tuberculose. Pour réaliser ce dépistage de tuberculose, on réalise du coup une radiographie de thorax. Le dosage des anticorps antitétaniques et ou anti-HBS post-vaccinal est réalisé si les conditions le permettent afin d'éviter des doses inutiles de vaccins. Effectivement, chez les migrants qui ont dû parfois traverser plusieurs pays avant d'arriver en France, il est possible qu'ils aient eu effectivement des vaccins dans leur pays, mais aussi à l'occasion d'un passage dans un autre pays comme l'Italie souvent ou l'Espagne. Ils ne gardent pas toujours ou ils n'ont pas toujours à leur disposition un carnet de vaccination sur lequel sera noté ce vaccin. Donc, la sérologie nous permettra à nous de savoir si une vaccination a été faite et si un taux d'anticorps suffisant peut du coup permettre de ne pas faire la vaccination. Les autres sérologies ne sont pas recommandées en situation de rattrapage. En synthèse, les vaccins, du coup, c'est à tous les âges. Souvent, la question c'est j'ai eu des vaccins étant plus jeune, mais faut-il vraiment les poursuivre à l'âge adulte? Donc effectivement, le calendrier vaccinal le montre, les vaccins sont faits de façon très importante chez les enfants et les nouveau-nés, mais doivent être reconduits à l'âge adulte de façon régulière. Certains vaccins se font en une fois, d'autres en plusieurs fois.
Il ne faut pas oublier les rappels pour être protégé. Il faut faire le point sur les vaccinations ou sur celles de vos proches. Parlez-en à votre médecin traitant, votre infirmière, votre sage-femme ou rendez-vous dans un centre de vaccination ou en PMI. Très bien. Merci, docteur, pour toutes ces explications qui nous rappellent à quel point il est important, effectivement, d'être à jour de ces vaccins pour nous, mais aussi pour nos proches. Je pense notamment aux enfants. Donc, nous allons maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique discussion de l'onglet du panneau de configuration. Alors, je vois qu'on a déjà quelques questions qui sont posées et on a des personnes qui lèvent la main. Donc, les personnes qui lèvent la main, je les invite effectivement à poser leurs questions dans le panneau de discussion. Voilà, comme ça, nous pourrons y répondre. Alors, nous avons une première question d'une personne qui nous dit donc, pouvez-vous citer les vaccins viraux, par exemple, et quel délai entre le vaccin Covid et le DTP si on ne l'a pas fait le même jour? D'accord. Alors, dans les vaccins viraux, il y en a plusieurs. Le vaccin contre la varicelle en est un, le vaccin contre la grippe en est un, par exemple. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a un délai entre le vaccin du Covid et un autre vaccin? Il n'y en a plus désormais. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait un rappel de vaccin Covid ou une première injection, il est tout à fait possible, si c'est urgent ou nécessaire, de faire un autre vaccin, quel qu'il soit, le même jour ou à quelques jours d'intervalle. Si on a la possibilité d'attendre, il est vrai que d'attendre au moins 15 jours, 3 semaines entre deux vaccins permet à la réponse immunitaire de se faire tranquillement avant d'être stimulée par un autre vaccin. D'accord. Merci, docteur, pour cette réponse. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, est-ce que les personnes splénectomisées peuvent supporter tous les vaccins? Alors, les personnes splénectomisées, non seulement elles peuvent supporter les vaccins, mais il est en plus recommandé chez ces personnes-là de faire des vaccins supplémentaires par rapport à la population générale, en particulier le vaccin contre le pneumocoque. Parce que lorsque l'on est splénectomisé, on a un déficit immunitaire dû à l'intervention chirurgicale, à l'ablation de la rate, qui fait que l'on est un petit peu plus fragile vis-à-vis des infections. Donc, une personne splénectomisée, oui, fera les vaccins et fera le vaccin du pneumocoque en plus. D'accord. Mais justement, qui peut vacciner? Qui peut justement réaliser ces vaccins? En fonction du vaccin, ce dernier pourra être fait par un médecin, bien sûr, mais aussi par une infirmière, par un pharmacien, puisque les pharmaciens ont la possibilité de vacciner contre la grippe, là maintenant depuis 2 ans, je crois. Et le vaccin Covid, par exemple, peut être réalisé par les infirmiers également. Donc, les professionnels de santé, dans leur ensemble, les sages-femmes également, peuvent maintenant vacciner. Très bien. Alors, on a parlé effectivement du vaccin contre le papillomavirus. Pour quelles raisons est-il préconisé de vacciner les enfants si jeunes contre le papillomavirus? Alors, il vaut mieux pour que le vaccin soit efficace qu'il soit réalisé avant qu'il y ait un contact avec le virus, pour que ce dernier n'ait pas le temps de commencer à s'installer. Donc, les préconisations de vaccination contre le papillomavirus, qui au départ étaient chez les filles, étaient préconisées avant les premiers rapports sexuels. Maintenant, ce vaccin a prouvé son efficacité, même si les premiers rapports sexuels avaient eu lieu. Ceci dit, il reste plus efficace si l'enfant, l'adolescent fait ce vaccin avant d'avoir ses premiers rapports sexuels. Et oui, pour être au mieux protégé. Merci. Alors, nous avons une personne qui nous indique n'avoir jamais eu la varicelle. Comment peut-il se protéger justement de la varicelle? Est-ce qu'il existe un vaccin? Donc, il existe un vaccin contre la varicelle. Donc, il y a possibilité de faire ce vaccin si vraiment c'est très important de ne pas attraper la varicelle à cause d'un problème de déficit immunitaire qui pourrait faire que la varicelle soit un gros problème. C'est un vaccin qui peut être recommandé par ailleurs chez certaines professions comme les assistantes maternelles. Alors, il y a une personne qui nous indique qu'elle a 48 ans et qu'elle ne sait pas si elle est à jour de ses vaccins. Comment le savoir, justement? Comment savoir si on est à jour de ses vaccins? D'accord. Donc, ça nous arrive assez souvent d'avoir des personnes qui viennent nous voir pour justement faire un point. Donc, on essaye de réfléchir avec cette personne de quand elle a pu faire ses derniers vaccins.
si ça fait vraiment très très longtemps. C'est-à-dire que si les vaccins datent de l'enfance, eh ben, à ce moment-là, avec un tableau récapitulatif, on, on ne rattrape pas tous les vaccins qui n'ont pas pu avoir été faits, mais on reprend la vaccination à l'âge supposé stoppé. Et ensuite, on fait un plan de rattrapage vaccinal tranquillement pour retomber dans un calendrier vaccinal correct et avoir une bonne immunité. D'accord. On peut faire une sérologie éventuellement, on peut faire une prise de sang aussi pour, par exemple, la vaccination antitétanique, et ça nous donne aussi une bonne idée de savoir si cette vaccination est plus ou moins efficace encore. D'accord, merci. Et justement, parce qu'il y a certaines personnes qui se font vacciner dans le cadre de la médecine du travail, est-ce qu'il peut y avoir un historique justement au niveau de la médecine du travail, s'il n'y a pas eu forcément d'historique, soit dans un carnet de santé ou auprès d'un médecin traitant ou autre? Oui, la médecine du travail conserve un fichier de toutes les personnes qui ont été vaccinées. Donc, il est possible de récupérer les dates de vaccination réalisées par la médecine du travail, en particulier quand on prend sa retraite. Si on veut récupérer un calendrier vaccinal, un carnet de vaccination à jour, on peut effectivement demander à la médecine du travail de nous fournir les dernières doses de vaccins qui ont été effectuées. Et éventuellement, je rajouterai, si au moment de la vaccination, là, à l'heure actuelle, vous demandez à votre médecin s'il est connecté au calendrier de vaccination connecté électronique, de rentrer votre vaccin dans ce carnet de vaccination électronique, ça vous permet également de le retrouver tout le temps et de ne pas perdre du coup les traces des vaccins qui sont réalisés. Un carnet de vaccination qui peut être créé par tout le monde, chez soi, à la maison, devant un ordinateur. Et ensuite, les médecins généralistes, s'ils ont la connexion, parce que pour le moment, il faut qu'eux s'abonnent à ce carnet de vaccination pour pouvoir y avoir accès, mais certains médecins commencent à y être connectés. Ça permet du coup, à chaque injection, de mettre son carnet de vaccination à jour. Très bien, merci. Alors, il y a une personne qui nous demande effectivement pour recevoir le support ou autre. Donc, comme je l'ai indiqué, on le rappellera tout à l'heure. Donc là, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez revisionner le webinaire directement sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Comme ça, s'il y a des éléments ou autres que vous n'avez pas bien entendu ou autre, vous pourrez le revisionner sans souci. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de vacciner autant les enfants avec donc, les vaccins qui sont obligatoires? Alors, comme je disais tout à l'heure, un vaccin, c'est vrai, ce n'est pas anodin, c'est comme un médicament. Ça a toujours des effets bénéfiques et éventuellement des effets secondaires. Quand on pense à la vaccination chez les enfants, c'est justement parce que ça peut avoir des effets bénéfiques beaucoup plus importants que les effets secondaires qui seront la fièvre, éventuellement, dans la plupart des cas. Dangereux, non, ça ne l'est pas. Au contraire, c'est une bonne chose parce que ça permet de protéger l'enfant contre vraiment plusieurs maladies. Et ce sont des vaccins qui sont faits depuis très très longtemps, qui ont été testés, évalués et voilà, qui sont réalisés depuis voilà, de nombreuses années, même avant qu'ils aient été rendus obligatoires. Donc on les connaît très bien. Tout à fait. Alors, il y a une personne qui nous indique avoir eu un bypass gastrique et elle sait voilà, c'est difficile pour elle des fois d'absorber certaines vitamines. Est-ce que ça peut être pareil pour les vaccins? Non, ça n'aura pas de conséquences. Il n'y a pas de relation entre le bypass et l'injection d'un vaccin. Même si la quantité de vitamines est peut-être un peu moindre, elle est souvent compensée par des compléments alimentaires sous forme de cachets. Du coup, la personne doit au contraire se faire vacciner. Merci. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'interrogent justement sur le rattrapage vaccinal, sur voilà, des personnes qui n'ont pas eu de rappel, par exemple d'été polio depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'elles s'interrogent, voilà, savoir si elles doivent faire un rappel ou non. Le message à faire passer, c'est vraiment voilà, de se rapprocher de son médecin traitant ou d'une infirmière pour peut-être faire le point justement par rapport à ce calendrier vaccinal. Après, on a d'autres questions au niveau. Alors, on a une question par rapport à l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est un pays à fort risque de tuberculose? Oui, l'Ukraine est un pays où il peut y avoir des cas de tuberculose avec une incidence beaucoup plus importante que l'incidence
de tuberculose française. C'est pour ça que vis-à-vis des personnes actuellement déplacées d'Ukraine et qui arrivent en France, il y a des recommandations particulières et que ces personnes sont testées de façon systématique par rapport à la tuberculose et prises en charge en hospitalisation immédiate si besoin. On a une personne alors, qui nous indique avoir 2 carnets de vaccins, un français et un brésilien. Et donc, du coup, elle a un peu de mal à suivre les appellations des vaccins, puisque voilà, il y a des problèmes de traduction. Elle vient de faire la dupla adulto et elle se demande à quoi ça correspond en France. Alors, ça, est-ce que vous avez l'information? Alors, sur les carnets, non, là, je ne peux pas répondre comme ça tout de suite. Faudrait Mais souvent, sur peut-être. les Ouais. carnets de vaccination étrangers, c'est noté en plus de la langue de naissance. Mhm. C'est noté avec les lettres. Donc, on a souvent quand même le DTP ou le ROR que l'on connaît à côté de. Donc, il faudrait pouvoir le voir, ce carnet. Oui, Sinon, donc il vaut on n'y mieux. arrive, Voilà. pas, on le fait traduire en fait. Et voilà, il vaut mieux montrer, prendre contact avec un professionnel de santé qui pourra, avec ces lettres-là, peut-être faire le point justement sur ce calendrier vaccinal. Alors, il y a une personne qui nous indique donc, que ces garçons ont 18 et 21 ans et n'ont jamais fait le vaccin justement contre le papillomavirus. Est-ce qu'ils doivent le faire? Alors, ce n'est pas une obligation, mais ça reste une recommandation et effectivement, ils peuvent le faire. C'est le nombre d'injections qui varie en fonction des âges. Donc, c'est un vaccin, oui, qui est recommandé chez les garçons et qui peut être recommandé chez les garçons un petit peu plus tard également que chez les filles, exceptionnellement ou dans des cas particuliers jusqu'à 26 ans. Donc, pareil, la recommandation, c'est de se rapprocher du médecin traitant pour voir un petit peu en fonction des circonstances si ce vaccin peut être fait et en combien d'injections. Mhm. Alors, on peut peut-être faire une parenthèse aussi, indiquer qu'il y a un webinaire qui sera dédié justement au papillomavirus et à la vaccination papillomavirus et IST le 19 avril prochain. Donc, si vous souhaitez aussi avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site amélie.fr. Alors, il y a une personne qui nous indique que ça fait plusieurs fois voilà, qu'elle entend aux informations parler de recrudescence du palu. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que, voilà, comment s'en protéger? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Sur une recrudescence du paludisme. Oui, tout à fait. Alors, contre le paludisme, il n'y a pas de vaccin pour l'instant, mais c'est une maladie infectieuse qui n'est pas encore arrivée en France, qui existe dans certains pays, de zones tropicales essentiellement, mais ça ne nous concerne pas en France. Merci. Alors, il y a une personne qui nous indique qu'elle a fait le vaccin contre l'hépatite B en 1994, car à l'époque, elle travaillait dans le secteur médical. Est-ce qu'aujourd'hui, elle doit faire un rappel n'étant plus dans le secteur médical? Si elle n'est plus dans le secteur médical, ce n'est plus une obligation, alors que effectivement, ce vaccin, il est obligatoire pour les professionnels de santé. Ensuite, les personnes qui ont eu donc 3 injections, c'est-à-dire un protocole complet, et qui n'ont pas d'anticorps suffisants, peuvent faire des injections supplémentaires jusqu'à 6 maximum s'ils veulent récupérer une immunité plus efficace, en faisant ensuite des sérologies de contrôle minimum 1 mois après l'injection pour vérifier le taux d'anticorps. Tout à fait. Alors, il y a une personne qui nous indique voilà, comment créer ce carnet de vaccination virtuel. Alors, récemment, donc, il y a Mon Espace Santé aussi qui a été lancé donc, par l'assurance maladie, qui permettra effectivement, que ce soit au niveau des professionnels de santé ou de la personne elle-même, elle pourra rentrer effectivement les injections qui auront été faites et donc suivre directement le calendrier vaccinal. Après, il y a effectivement le service dont vous parliez tout à l'heure pour pouvoir suivre en ligne directement ce calendrier vaccinal. Mmh. Oui. On ne sait pas encore si Mon Espace Santé sera en lien avec le carnet de vaccination électronique. Tout à fait. Il faut attendre un petit peu pour voir, mais c'est vrai que c'est une très bonne chose. Tout à fait. Alors ensuite, pourquoi est-il si important de respecter le calendrier vaccinal? En fait, le calendrier vaccinal a été étudié pour que la personne, tout au long de sa vie, puisse avoir une immunité suffisante. C'est-à-dire que si on ne fait pas les injections dans l'ordre ou dans les délais qui sont recommandés, ben on prend le risque de ne pas avoir suffisamment d'anticorps et de ne pas être suffisamment protégé.
même si l'immunité est variable d'une personne à une autre. Ce calendrier, il a été fait pour voilà, une moyenne d'immunité efficace pour tout le monde. Alors, il y a une personne qui nous indique quand nous avons un accident et que nous ne savons pas si nous sommes protégés par le vaccin du tétanos, y a-t-il un risque d'être revacciné contre le tétanos? Alors, y a-t-il un risque ou une chance d'être revacciné contre le tétanos? On pourrait dire, ben, voilà, si on se fait une plaie ou si on a un accident et que on doit être hospitalisé ou soigné, la première chose que l'on peut faire, ça s'appelle un quick test. C'est un test qui permet de mesurer le taux d'anticorps par rapport au tétanos. Et ce test va nous dire si vous avez suffisamment d'anticorps ou pas pour être protégé. Si ce taux d'anticorps est trop bas, eh ben, le praticien, le médecin, le professionnel de santé va vous proposer de faire un rappel de vaccin et va vous expliquer, en fonction de la date de la dernière vaccination, les rappels qu'il serait préconisé de faire. Voilà. Ça peut se faire sur le moment, mais ça peut se faire quelques jours après si le taux d'anticorps est faible mais suffisant. Ce qui peut se faire également, c'est l'injection d'immunoglobuline, c'est-à-dire l'injection d'anticorps. Si vraiment on n'en a plus du tout, pour être protégé, la seule façon de l'être, c'est de recevoir des anticorps. La vaccination ne donnant des anticorps que plusieurs jours après avoir été faite. Voilà. Alors, on a une personne qui nous demande est-ce qu'il serait possible de rappeler les vaccins obligatoires pour les professionnels de santé? C'est le vaccin de l'hépatite B, le vaccin tétanos comme toute la population générale, le vaccin du Covid, désormais, sont les seuls vaccins obligatoires. Les autres sont recommandés quand on travaille, par exemple, en contact avec des petits-enfants et qu'on est professionnel de santé. C'est vrai qu'il est recommandé d'avoir son vaccin ROR à jour. De même, quand je parle de vaccin tétanos, en fait, je parle du complexe diphtérie tétanos polio ou diphtérie tétanos coqueluche polio. Merci. Alors, il y a une personne qui nous indique être actuellement infirmière. Elle a fait le vaccin de l'hépatite B en 86 avec un schéma complet, mais elle n'a jamais fait de dosage des anticorps. Est-ce qu'il est nécessaire qu'elle qu'elle fasse ce dosage des anticorps? Ah oui, c'est très important parce que 86, ça commence à dater et il faudrait vérifier. Il n'y a pas nécessité de le vérifier tous les ans, mais de faire au moins une fois un taux d'anticorps et en fonction du niveau d'anticorps, on pourra avoir une idée de quand le recontrôler. Mais il faut un taux d'anticorps supérieur à 10 minimum pour que ce soit efficace. Oui. Alors, on a une intervention d'une personne qui nous indique qu'en ce qui concerne le carnet électronique des vaccins, on peut l'incrémenter soi-même et cela peut aussi être validé par son médecin en lui communiquant le code de partage. Voilà, donc c'est une information, effectivement, ça peut permettre effectivement d'avoir un suivi au niveau de ce carnet de santé électronique. Alors, il y a une personne qui nous demande par rapport à la Covid, est-ce que la vaccination Covid est obligatoire pour les professionnels de crèche qui travaillent en crèche? Je ne sais pas exactement. Je sais pour les personnes qui travaillent à l'hôpital, mais en crèche, c'est vrai que je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait que je me renseigne. Voilà, ça après, ou sinon, effectivement, peut-être sur le site du gouvernement, il doit y avoir effectivement référencé les obligations au niveau vaccinal. Mais je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas obligatoire pour la crèche. C'est effectivement ce que nous propose comme réponse une participante, qu'il n'y a pas d'obligation en crèche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet discussion si vous le souhaitez. Sinon, on a peut-être répondu à vos interrogations. Voilà, ce qui est important de vraiment retenir, c'est que voilà, la vaccination nous concerne tous, qu'on soit effectivement en n'importe quel âge. Et que voilà, c'est important effectivement de pouvoir avoir cette possibilité-là. Et après, c'est pas parce qu'effectivement, on n'a pas de carnet ou autre qu'il n'est pas possible de faire un suivi. Ça, rapprochez-vous d'un professionnel de santé qui pourra vous orienter effectivement et éventuellement faire des rattrapages ou mettre à jour votre calendrier vaccinal.
Voilà, mais je pense que c'est bon. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer ce moment d'échange. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, le prochain webinaire aura lieu le 19 avril et aura donc pour thématique le papillomavirus, les infections sexuellement transmissibles et la vaccination. Donc, si vous êtes intéressé pour y participer, donc vous pouvez vous inscrire sur le site amélie.fr dans la rubrique Actualité locale où vous retrouverez tout le programme de tous les webinaires à venir. Donc, c'est par ce biais-là que vous pourrez également vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, comme je l'indiquais, vous retrouverez le replay de ce webinaire en ligne sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Là également, il est possible pour vous de vous abonner si vous souhaitez recevoir les replays régulièrement directement sur YouTube. Donc, à la fin de ce webinaire, donc, un court questionnaire de satisfaction vous sera envoyé. Donc, nous vous remercions de prendre quelques instants pour pouvoir y répondre. C'est l'occasion pour vous de nous faire part de vos suggestions, de vos remarques ou autres. Je remercie de nouveau le docteur Hayet pour sa participation. Je vous remercie également à vous d'avoir participé donc à ce webinaire. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouveaux webinaires santé. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne journée à tous.